Bonjour, bienvenue, c'est Pétranta Tomasi qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Nadion, et donc depuis une petite quinzaine de jours maintenant, on va parler de toute l'actualité et forcément, on parle du processus de Beauvau, processus historique ou pas. Non, le processus, ou le dit processus, nous on ne le qualifie pas de processus, avait été à l'origine présenté par Gérald Darmanin lui-même comme un processus à vocation historique, je cite, et ce terme a été repris depuis lors par la majorité territoriale autonomiste. Nous disons clairement que nous ne nous situons ni dans un processus, ni dans un moment historique. Je crois qu'il faut éviter aujourd'hui de tomber dans la supercherie politique et de mal nommer les choses. À l'heure actuelle, il n'est pas ou plus question de discuter de l'autonomie de la Corse, c'est-à-dire du fait de pouvoir doter les institutions corses d'un vrai pouvoir, d'un pouvoir législatif, donc d'un pouvoir de faire la loi, pas de l'adapter ou de l'expérimenter. Donc pas un processus d'autonomie, pas un processus de résolution politique, parce que toutes les questions qui ont mobilisé les nationalistes depuis plusieurs décennies ont été écartées, et ce depuis quasiment l'origine, ce depuis le mois de mars 2022, où l'État a posé ses lignes rouges et où le protocole qui avait été signé à l'époque entre Gérald Darmanin et Gilles Simeoni excluait du champ des possibles, du champ de la discussion, des revendications aussi essentielles que la co-officialité de la langue, le statut de résident, la possibilité d'une citoyenneté corse ou la reconnaissance du peuple corse et de ses droits. Donc non, ni un processus historique a fortiori. Donc une position bien arrêtée aujourd'hui, l'autonomie, on en est loin. Oui, je crois que la première des choses, c'est de bien nommer les choses. C'est de bien être d'accord sur ce dont on discute pour que les Corses puissent ensuite juger en connaissance de cause. Aujourd'hui, il n'est plus question d'une discussion autour de ces sujets, autour de l'autonomie, autour d'une résolution politique du conflit. On discute simplement d'une nouvelle étape de décentralisation avec peut-être un peu plus de pouvoir administratif pour la Corse. Ça n'est pas ce pourquoi les nationalistes se battent depuis des décennies, ça n'est pas ce pourquoi les nationalistes ont été mandatés par les Corses depuis 2015, donc cela, il faut le dire clairement. De notre point de vue, du point de vue du courant qui est aujourd'hui incarné par Nazione, c'était malheureusement prévisible. Alors, on n'en tire aucune gloire, aucune satisfaction. Nous aurions espéré que les choses aillent autrement, mais je crois qu'il y a des erreurs stratégiques majeures qui ont été commises, notamment de la part de Gilles Simeoni et de sa majorité. Je crois qu'il y en a au moins deux. La première, ça a été de neutraliser tout rapport de force politique. Or, il faut se souvenir que cette discussion a été possible à la suite d'un rapport de force politique, populaire et, disons-le, à une époque quasi insurrectionnelle, à la suite du drame de la prison d'Arles et de l'agression d'Ivan Colonna, qui s'est avérée être une agression mortelle. Par la suite, il y a eu la volonté de rebasculer uniquement la discussion dans le champ institutionnel. Ça a été une erreur. Et deuxième faute politique majeure, ça a été d'avaliser l'ensemble des conditions qui avaient été fixées par Paris, les lignes rouges que j'évoquais tout à l'heure d'abord, la recherche d'un consensus au plus petit dénominateur commun avec la droite en Corse et par voie de conséquence avec la droite sénatoriale à Paris. Je crois que ça nous amène aujourd'hui dans une impasse, dans un entonnoir, et malheureusement, ça nous éloigne chaque jour un peu plus d'une vraie solution politique pour laquelle, pour notre part, nous militons. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous allons répondre à l'appel des associations de défense des prisonniers et anciens prisonniers à manifester le 2 mars dans les rues de Bastia contre la répression, mais également pour une véritable solution politique qui inclut la question des droits du peuple corse. On en parlera justement tout au long de cette semaine, de cet appel à manifestation, mais sur le fond, en fait, sur le fond du dossier, c'est important de bien clarifier les choses et de bien se positionner. On a vu que le gouvernement était le maître des horloges, notamment à travers la dernière interview auprès de nos confrères de Corse Matin de Gérald Darmanin. Oui, mais je crois qu'il l'est depuis l'origine, hein. Depuis ce fameux protocole qui a fixé les lignes rouges, c'est Paris qui est le maître des horloges, c'est le gouvernement français et le président de la République française qui sont le maître des horloges et qui n'hésitent pas à intervalles réguliers à houspiller les élus corses parce qu'ils n'iraient pas assez vite ou parce qu'ils n'auraient pas assez travaillé, ce qui peut être d'ailleurs pour partie malheureusement une réalité. Mais c'est Paris qui maîtrise totalement le processus. Je crois que ce qu'il aurait fallu, c'est d'abord une doctrine claire en Corse, rester ferme sur des principes
et ce dès l'origine, pas simplement en donnant l'illusion le 5 juillet dernier, par un vote solennel, de vouloir réintroduire des questions qui avaient été écartées depuis un an du champ de débat. Je crois que ça a été une grande illusion et ça n'a pas contribué à faire avancer le processus. Donc il fallait rester ferme sur des positions et coupler un rapport de force institutionnel avec un rapport de force politique. Je crois que c'est ce qui a été au cœur de toutes les avancées en Corse ces dernières décennies. Et on s'est privé, du côté des institutions du Cour-Grandval, on s'est privé de cela pendant un certain nombre de mois et d'années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation qui est une situation, encore une fois, où on est dans l'entonnoir et où Paris décide de ce que sera le résultat et où finalement, aujourd'hui, la majorité territoriale nous dit, finalement, ce qu'il y aura sur la table, il faudra le prendre quoi qu'il en coûte. Et je crois que ça, c'est une faute. Et c'est malheureusement quelque chose qui sera très préjudiciable pour la Corse et les Corses, car cela risque de conditionner les choses, de figer les choses pour plusieurs années au moins. Merci beaucoup, Pétranta Tomasi. On se retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée. Merci tout à à vous. l'heure. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Pétranta Tomasi. Salut. Vous êtes notre invité cette semaine, porte-parole de Nation. Et on parlait ce matin de cette autonomie, une autonomie au rabais. Ça serait pire que tout pour la Corse? En tout cas, ce qui est totalement regrettable, c'est qu'il y avait une ouverture pour qu'il y ait une véritable solution politique. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté et on ne prend pas toujours le soin et la peine de regarder sur un temps un petit peu plus long ce qui s'est passé par le passé, justement. Il y avait une véritable opportunité d'une solution politique, d'abord parce qu'il y a eu un geste historique de paix qui a été fait en 2014, à partir de 2014 par le FLNC, qui aurait pu permettre de s'engager dans une véritable solution politique, dans un véritable processus de paix, comme ça a été le cas dans d'autres endroits en Europe et de par le monde. Il y a eu des compromis politiques très larges auxquels le mouvement indépendantiste a contribué et qui a permis à rendre majoritaires des revendications qui étaient portées depuis des décennies par les nationalistes sur la question de la langue, de la citoyenneté, de la reconnaissance des droits du peuple corse, de la question des prisonniers politiques et autres, de l'évolution institutionnelle avec un véritable pouvoir politique et pouvoir législatif, une dévolution du pouvoir législatif pour la Corse, et une perspective d'évolution pour la suite qui, pour nous en tant qu'indépendantistes, doit conduire à un référendum d'autodétermination à l'occasion duquel nous défendrons la création d'une République corse indépendante. Et puis, il y a eu des victoires électorales massives qui auraient dû également permettre de débloquer la situation. Malgré tout, malgré le fait démocratique, l'État français a continué une position de mépris. Nous, en tant qu'indépendantistes, à l'époque, nous avions prôné une stratégie de rapport de force politique, y compris d'un point de vue institutionnel, en couplant le rapport de force avec les institutions de la Corse et le rapport de force populaire. Ça n'a pas été suivi. Et puis, il y a eu un rapport de force populaire qui s'est manifesté de façon spontanée après l'agression mortelle d'Ivan Colonne. Et donc, il y avait la possibilité d'aller vers une solution politique. Malheureusement, c'est une solution au rabais qui se dessine parce que, je le disais, un certain nombre de fautes stratégiques ont été commises. Et je crois que malheureusement, ça risque de faire perdre à la Corse plusieurs années. Et ce qui est fort dommageable, c'est qu'on n'est pas simplement sur le terrain de la symbolique. Lorsque on refuse à la Corse des prérogatives pour traiter elle-même la question de l'accès au foncier, la question de l'accès à l'emploi, de la corcisation des emplois, la question de l'accès sur les listes électorales à l'heure où la colonisation de peuplement rend minoritaire, y compris les Corses, dans le corps électoral. La question se pose par ailleurs en Kanaki en ce moment. Lorsqu'on ne donne pas à la Corse le pouvoir d'avoir les leviers financiers pour financer son modèle social ou son économie, eh bien, ce sont les Corses qui, au quotidien, en payent le prix. Et malheureusement, en ayant un statut qui soit simplement une décentralisation au rabais, non seulement on ne traite pas au fond les causes du conflit, mais on risque au contraire d'attiser les tensions et de ne pas régler au fond ce pourquoi les nationalistes se battent, je le disais, depuis maintenant au moins les années 70. On a vu le retour du FLNC d'ailleurs. Oui, mais je crois que... C'était inéluctable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cycle précédent, celui qui avait débuté en 2014 avec la décision historique du FLNC, n'a pas reçu, qui était une offre de paix claire et sans ambiguïté, n'a pas reçu les réponses nécessaires ni de la part de Paris,
qui a traité cela par le mépris d'un point de vue politique et qui a d'ailleurs, même après la décision du FLNC, continué à s'engager dans la voie répressive. Il y a eu encore des arrestations, des interpellations, des incarcérations après cette décision, qui a continué à ne pas appliquer le droit en matière de rapprochement et de libération des prisonniers politiques. Et puis, ça n'a pas reçu non plus de réponse suffisante de la part de la majorité autonomiste au pouvoir. Il n'y a pas eu le changement de cap qu'aurait dû nécessiter le remplacement de partis qui étaient issus du Parti français par des forces qui se revendiquaient du mouvement national. Donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, nous revenons dans une situation de conflit parce que la situation elle est extrêmement dégradée au plan social, au plan économique, du point de vue de la colonisation de peuplement et de la dilution de l'identité corse, du point de vue de la spéculation foncière et immobilière, où les Corses sont chassés de leur pays par les forces de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est un constat qui est fait, évidemment, et qui aurait pu éviter s'il y avait eu le courage politique nécessaire des deux côtés de la mer. Merci beaucoup, Petr-Antoine Tomasi. On se Merci. retrouve demain. Bonjour et bienvenue, c'est Petr-Antoine Tomasi, notre invité cette semaine. Bonjour. Salut. Porte-parole de Nazione et communauté de destin et colonisation de peuplement. Quel est le positionnement de Nazione ? Alors, il y a eu un positionnement très clair qui a été validé par les militants lors de l'Assemblée générale constitutive à travers le vote de la motion d'orientation générale qui dit deux choses. D'abord, sur la notion de communauté de destin qui a beaucoup fait débat ces dernières semaines et ces derniers mois, n'est-ce pas ? Sur cette notion, il y a eu une volonté de clarification, pas de remise en question, de clarification. Pourquoi ? Ce qu'a dit le FLNC à l'époque où il a avancé dans le débat public la notion de communauté de destin, ça n'était pas de dire que toute personne qui posait le pied en Corse devenait mécaniquement corse, que la Corse avait des capacités d'accueil illimitées pour accueillir des milliers de personnes par an, et que finalement, les personnes qui souhaitaient vivre en Corse n'avaient pas à se conformer à nos usages et au respect de ce qui fait notre singularité en tant que peuple, notre langue, notre terre et notre façon de vivre. Ce qu'a dit le FLNC à l'époque, c'est que le peuple corse, comme tous les peuples au monde, parce qu'il est une réalité vivante, il a toujours intégré des personnes venues de l'extérieur au fil des siècles. Alors, il a fait de façon quasiment mécanique pendant des siècles, à une époque où c'est vrai, les flux migratoires étaient beaucoup plus modestes qu'aujourd'hui, et il a vocation à le faire, y compris dans le futur, parce qu'il est une réalité vivante et qu'il n'est pas finalement le dernier carré de l'armée impériale à Waterloo en passe de disparaître. Ce qu'a dit Nazione, c'est que ce principe donc vaut pour le passé et pour l'avenir, mais qu'aujourd'hui la communauté de destin est en panne. Elle est en panne parce que la Corse reçoit un flux démographique que ne connaît aucun territoire en Europe, et je crois qu'on peut dire aucun territoire au monde. Les 4 à 5 000 personnes par an, les 100 000 personnes en à peine un peu plus d'une décennie, ça représente plusieurs dizaines de millions de personnes à l'échelle de la France ou à l'échelle d'un pays comme l'Allemagne. Et personne ne peut intégrer ces flux, accueillir ces flux sans que cela crée des déséquilibres. Donc nous disons que la question de la lutte contre la colonisation de peuplement redevient un enjeu fondamental pour le mouvement national corse. Et nous l'avons réaffirmé à l'occasion de cette motion d'orientation générale. Et nous disons que cela ça doit s'accompagner par l'accession à la souveraineté qui seule peut permettre à la fois de traiter ces flux, de les maîtriser, mais aussi d'avoir les moyens de notre souveraineté, de faire reconnaître notre langue et de définir notre modèle d'accueil, ce qui est totalement impossible pour le moment. 5 à 6 000 personnes qui arrivent chaque année en Corse. Oui, 5 à 6 000 personnes, c'est énorme. Cela représente, je le disais, plusieurs dizaines de millions de personnes, à peu près 30 millions de personnes en France sur plus d'une décennie. Ça a représenté 100 000 personnes environ en Corse, et cela crée des déséquilibres. Je crois qu'il faut être extrêmement clair sur cette question. La Corse, aujourd'hui, n'a plus les moyens d'accueillir de tels flux et la Corse a besoin de mesures protectionnistes pour l'emploi à travers la corcisation des emplois, pour l'accès à la terre à travers quelque chose qui serait un statut de résident, une mesure qui serait un statut de résident. Et la Corse a besoin du pouvoir législatif pour, comme tous les pays au monde d'ailleurs, pouvoir maîtriser ces sujets. Je crois qu'il faut reposer ces questions dans le débat,
en le faisant de façon sereine, mais de façon déterminée. Et je crois que c'est ce qu'a fait Nazione et qui différencie peut-être Nazione d'un certain nombre d'autres courants politiques. L'une des questions qui se pose aussi, c'est quant à l'origine de ces flux migratoires. Nous avons dit clairement que, quelle que soit l'origine des personnes qui arrivent en Corse, ceux qui ne respectent ni la langue, ni le peuple, ni la terre, ne sont pas les bienvenus. Et ça, nous ne faisons pas de distinguo selon que les migrations viennent ou que les flux migratoires viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et nous sommes extrêmement clairs sur le sujet. Et puis, il y a aussi une distinction à faire, parce qu'elle est réelle, entre l'immigration liée au travail et l'immigration liée à la marchandisation de la terre et à la spéculation immobilière. Quant à l'immigration liée au travail, vous savez, on reprend souvent la phrase de Michel Rocard concernant la France, qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». On la reprend souvent de façon incomplète, puisqu'il disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit en prendre sa part ». Bon. On pourrait dire la même chose de la Corse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces dernières années, la Corse a pris un peu plus que sa part en matière de flux migratoires. Ça, c'est pour le premier aspect. Sur le second aspect, qui est, je dirais, les flux démographiques dus à la marchandisation de la terre, ça, c'est un flux migratoire qui, en tant que nationalistes, que nous combattons par nature, parce que nous considérons que notre terre n'a pas vocation à être vendue à l'encan, au plus offrant, et qu'il s'agit là d'avoir une politique déterminée. Nous ne considérons pas la terre comme un bien marchand comme les autres, nous considérons la terre comme une partie intégrante de notre identité culturelle, de notre identité nationale. Et donc, nous n'accepterons plus que la spéculation immobilière et la dépossession foncière conduisent chaque jour un peu plus les Corses à devenir minoritaires sur leur île et à les condamner à être parqués dans des réserves, dans les zones peut-être les moins attrayantes pour les nouveaux arrivants. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour des nationalistes. Merci beaucoup, Petranto Tomasi. À tout à l'heure. Bonjour Petranto Tomasi. Bonjour. Porte-parole de Nazione, et on parlait ce matin justement de ce flux qui arrivait beaucoup en Corse, avec ce solde aussi de la natalité qui est négatif en Corse. On dit en fait il faut refabriquer une machine à fabriquer des Corses, justement. La machine à fabriquer des Corses, elle a objectivement existé. Elle est, je le disais ce matin, objectivement en panne aujourd'hui, d'abord par la loi du nombre, c'est vrai. Aujourd'hui, lorsque dans des secteurs entiers, il n'y a quasiment plus de Corses et qu'il n'y a que des populations nouvelles, l'intégration ne peut pas se faire par rapport au pôle d'origine et au pôle d'accueil. Et j'aurais même tendance à dire qu'in fine, c'est plutôt l'identité corse qui a vocation, au fil du temps, à s'aligner sur les us et coutumes des nouveaux arrivants, ceci étant aggravé par la société mondialisée dans laquelle nous vivons. Donc effectivement, cette machine aujourd'hui, elle est en panne. Les flux dont nous parlions ce matin ne permettent pas à l'heure actuelle de la relancer. Et ce qui ne permet pas non plus de la relancer, c'est que la Corse ne dispose d'aucun moyen, ni pour contrôler les entrées, ni pour protéger ou pour favoriser l'accès à la terre ou à l'emploi de ses ressortissants, de ses citoyens corses. Pourquoi nous nous battons pour une citoyenneté corse? Parce que, comme le disait Hannah Arendt, la citoyenneté, c'est le droit d'avoir des droits. Nous pensons que les Corses, qui sont les ayants droit de cette terre, doivent avoir des droits privilégiés ou des droits exclusifs pour accéder à l'emploi, à la terre, pourquoi pas aux listes électorales également. Et dans le cadre actuel du statut de la Corse, qui est nié dans ses droits, cela n'est pas possible. Et puis vous abordiez, c'est vrai, la question de la natalité. C'est un signal, c'est un indicateur qui n'est pas aujourd'hui un indicateur d'une bonne santé de notre peuple. Alors évidemment, il y a une part de choix individuel, mais je crois qu'il y a aussi une part de doute quant à l'avenir, de doute quant à ce que sera le destin de nos enfants sur cette terre. Et il nous semble à nous qu'en redonnant une perspective d'un destin national corse, avec la possibilité de développer cette île au profit de ses ayants droit naturels que sont les Corses, eh bien, il y aurait la possibilité de redessiner une perspective d'espoir dans ce pays.
il y a eu une très grande perspective d'espoir en 2015, notamment au moment de la victoire des nationalistes, qui malheureusement est retombée aujourd'hui, il faut le dire. Et je crois que le devoir du mouvement national, c'est de recréer des perspectives de construction et d'espoir et de résistance aussi. Parce que dans l'immédiat, on a besoin aussi de résister. Le droit du sol que Gérald Darmanin veut supprimer à Mayotte. Alors, je crois que d'abord, il faut dire quelques mots de cette annonce à Mayotte. Parce que cette question, elle n'est pas neutre à Mayotte. Pourquoi Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte? Parce qu'il dit qu'il y a plus de la moitié d'étrangers à Mayotte. Mais ces étrangers, ils sont chez eux. Il faut rappeler quand même que Mayotte était partie prenante des Comores et que la France a usurpé Mayotte à la République des Comores au moment où celle-ci a accédé à son indépendance dans les années 70, au mépris du droit international. Hein. Il y a même des résolutions de l'ONU qui contestent l'attitude qui a été l'attitude de la France. Et aujourd'hui, les personnes qui viennent sur l'île de Mayotte, de l'île voisine de Anjouan notamment, ce sont des Comoriens. Ce sont des personnes qui sont chez elles au sens du droit international et au sens d'une réalité culturelle et humaine qui est celle des Comores et de Mayotte. Donc finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que cela traduit? Alors certes, Gérald Darmanin fait cette annonce qui parle aussi à l'opinion publique française et qui a vocation à faire écho à un certain nombre de débats portés notamment du côté de la droite et de l'extrême droite. Mais en réalité, l'annonce de Gérald Darmanin sur Mayotte, elle met en lumière le comportement néocolonial de la France, qui existe toujours à Mayotte, qui existe en Kanaki, je l'évoquais hier concernant le corps électoral, et qui existe aussi de nouveau en Corse. Donc, c'est important de préciser les choses, y compris pour l'opinion publique en Corse, qui a peut-être accueilli cette annonce de manière différente. Mais je crois que Gérald Darmanin, lorsqu'il parle de la suppression du droit de sol à Mayotte, il lance aussi le débat au niveau de la société française. C'est une évidence. Or, l'intérêt pour Gérald Darmanin, pour l'État français, de supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est de consolider la domination coloniale de la France sur cette partie de l'archipel des Comores qui, du point de vue, je le rappelle, du droit international, est comorienne. Donc ensuite, on peut évidemment évoquer le débat de la question du droit de sol en France, en Corse et en Europe. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est une démarche où l'accession à la citoyenneté, à la nationalité, pour ce qui concernera la Corse, soit fondée sur un volontariat exigeant, en plus, évidemment, de l'hérédité. Il ne s'agit pas de supprimer le droit du sang, au contraire. Le droit du sang, il est important pour tous les peuples au monde. Et puis, il peut y avoir une adhésion, mais avec des règles qui soient des règles exigeantes pour qui souhaite rejoindre une communauté nationale. Je ne suis pas persuadé que ce soit toujours le cas en France, il faudrait l'étudier, et en Corse, ça n'est pas le cas du tout, puisque, y compris les personnes qui sont donc de nationalité française mais non corse, sont considérées comme faisant partie du même ensemble que les Corses. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour avoir droit à des droits sur la terre de Corse, il y a besoin d'une démarche exigeante. Et je crois que c'est bien tout l'objet de ce que porte le mouvement national depuis des décennies. Mais je le redis, sur la question de Mayotte, je crois qu'il faut ne pas se méprendre sur les intentions de l'État français en la matière. Merci beaucoup, Petrantois Tomasi. À demain. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue, Petrantois Tomasi. Bonjour. Porte-parole de Nadione, et vous êtes notre invité cette semaine. On parle un peu du redécoupage politique en Corse. Il y a eu la création d'un nouveau mouvement qui se présente comme un mouvement nationaliste qui veut aller aux échéances électorales et qui définit le nationalisme que vous représentez notamment comme un nationalisme tiers-mondiste. Alors, nationaliste tiers-mondiste, ça dépend de ce dont on parle. Moi, je vais être un peu provocateur. Qu'est-ce que ça veut dire tiers-mondiste? Moi, je regarde l'antonyme de tiers-mondiste, le contraire de tiers-mondiste, c'est colonialiste. Alors, si tiers-mondiste, ça veut dire anticolonialiste, bon, on peut être considéré comme étant des tiers-mondistes à partir du moment où on se bat contre le colonialisme en Corse et ailleurs. Pour être un peu plus sérieux et pour répondre au fond à votre question, le mouvement dont vous parlez, c'est Paladino, qui souhaite se constituer en mouvement politique. Nous ne menons pas notre action par référence à ce que dit ou à ce que fait Paladino. Mais elle était d'ailleurs bien antérieure.
évidemment, et c'est exact, mais un certain nombre d'observateurs médiatiques nous interrogent sur le sujet, donc nous y répondons bien volontiers. Nous disons que nos démarches, celles de Nazione et celles de Paladino, elles ne sont ni comparables, ni assimilables, ni compatibles, et ce pour deux raisons totalement factuelles, qui est de dire d'abord que Paladino ne se situe pas, de notre point de vue, dans le courant national, dans le courant de la lutte nationale corse, peut-être revendiqué d'un nationalisme, mais qui n'est pas, de notre point de vue, le nationalisme corse. Dire cela, ça n'est faire offense à personne, ça n'est pas décerner des brevets de patriotisme. Peut-être y a-t-il des nationalistes qui, sincèrement, aujourd'hui, gravitent autour de Paladino. Il s'agit simplement de prendre acte d'un certain nombre de déclarations. Ces déclarations sont les suivantes. Paladino nous dit la Corse n'a pas été colonisée par la France. Le lien entre la Corse et la France n'est pas fondé sur le fait d'une domination coloniale. Nous, évidemment, nous contestons cette affirmation. Deuxième élément, Paladino nous dit la relation entre la Corse et la France, ça n'est pas un conflit de nature, c'est un conflit de conjoncture, parce que la France a eu tort de ne pas développer suffisamment la Corse et a eu tort de ne pas protéger suffisamment son identité culturelle. Bon, on est sur un discours qui est un discours qui relève du régionalisme et pas de l'affirmation d'un fait national. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que Paladino entretient et revendique des passerelles idéologiques et politiques avec l'extrême droite française, notamment incarnée par M. Zemmour et Mme Maréchal, et que donc il s'agit là de deux éléments qui, je le redis, font que nos démarches ne sont ni compatibles, ni comparables, ni assimilables, et je crois qu'il faut être extrêmement clair sur le sujet. Il faut bien sûr préciser les choses et vous disiez, et je vous disais d'ailleurs, votre courant est bien antérieur à tout cela. Bien sûr, notre courant est bien antérieur à tout cela. Nous lisons, nous écoutons ce que disent les autres mouvements politiques. Nous en prenons note, nous respectons la parole politique de chacun, mais nous sommes clairs sur les bases politiques qui sont les nôtres et nous assumons, y compris les contradictions et la confrontation avec un certain nombre d'idées. Merci beaucoup, Petranto Tomasi. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, Petranto Tomasi, notre invité cette semaine. Bonjour. Salut. On parlait en début de semaine de cet appel à la manifestation menée par les organisations de défense des prisonniers politiques. Ce sera le 2 mars prochain à Bastia, dans l'après-midi. Le 2 mars, date hautement symbolique. Oui, c'est une date hautement symbolique, c'est celle de l'agression mortelle d'Ivan Colonna. C'est une date aujourd'hui qui appartient à l'histoire du peuple corse et qui reste bien sûr dans les mémoires et qui a été aussi une date, une période de mobilisation des Corses, bien sûr, pour faire la vérité sur ce qui est arrivé à Ivan Colonna, qui était un patriote corse. Et également, ça a été un moment de mobilisation revendicative autour des droits du peuple corse. Alors, Solidarida, association de défense des prisonniers politiques, et Padriotti, association de défense, collectif de défense des anciens prisonniers politiques, lancent un appel à la mobilisation autour de mots d'ordre clairs qui, de notre point de vue, peuvent rencontrer l'adhésion des nationalistes de façon large. Basta repressione, notamment à la suite des interpellations, incarcération et mesures répressives prises contre des militants et responsables de Nazione, soluzione politica, parce qu'y compris ceux qui, comme nous, sont extrêmement critiques sur la façon dont avancent les discussions de Beauvau, nous sommes des militants d'une solution politique et d'une paix réelle. Et puis, pays riti du Bobulugours, parce que nous considérons que cela doit être le socle de toute revendication. Je le disais quelques jours auparavant, nous ne nous battons pas pour une simple décentralisation administrative, nous nous battons pour le peuple corse et pour ses droits. Donc, Nazione, évidemment, sera partie prenante de cette manifestation du 2 mars à Bastia. Vous parliez de cette mobilisation populaire, il faut qu'elle ait à nouveau lieu ? Oui, je crois qu'il est assez évident que ce qu'il a manqué au mouvement national ces dernières années, c'est une vitalité militante. Ce qui a fait par le passé la force du mouvement national, c'était le bouillonnement d'idées, le débat d'idées. Et le débat d'idées est atone en Corse depuis un certain nombre d'années. Et ça a été également la mobilisation populaire et de terrain qui a été considérablement neutralisée. Et je crois que notre histoire, y compris notre histoire récente, nous appelle et nous apprend que c'est le rapport de force politique qui permet toutes les avancées. Donc oui, je crois que c'est plus que jamais nécessaire.
neutralisé par qui ? Neutralisé par ceux qui ont choisi de déséquilibrer une stratégie de lutte au profit exclusif d'une lutte institutionnelle. Et il est à se demander si on peut toujours parler de lutte institutionnelle ou simplement de gestion institutionnelle. Je parle évidemment de la majorité autonomiste actuelle pour que les choses soient dites de façon extrêmement claire. Je crois que c'est une erreur, et c'est une erreur y compris dans l'intérêt de la Corse. Et je vais plus loin, dans l'intérêt de ceux qui gouvernent la Corse et qui souhaitent la gouverner au nom de l'idée nationale. Parce que pour avancer, pour faire reculer sur certains points, pour faire céder sur certains points l'État français, il y a nécessité d'un rapport de force. On a souvent opposé la gestion et le politique. Souvent, la gestion à la petite semaine de la collectivité a une dimension politique très, très, très relative. Mais je crois qu'il ne faudrait même pas les opposer. Il faudrait avoir une gestion et une gouvernance des institutions qui soient politiques. Or, le problème aujourd'hui, c'est que non seulement nous contestons la stratégie qui est menée par la majorité actuelle dans sa relation à Paris, mais nous contestons également la politique de la majorité actuelle dans le cadre de ce que vous appelez sa gestion. Pour être extrêmement clair, par certaines pratiques, on ne voit pas bien quelle est la rupture avec les mandatures précédentes qui étaient qualifiées de clientélistes. Et puis au-delà de ça, on nous avait promis, notamment en évinçant les indépendantistes de la majorité, que les choses iraient mieux encore, c'est que les projets avanceraient. On nous a promis 100 jours pour avancer. Bon, en juin 2021, que dans les 100 jours, il y allait y avoir nombre de projets qui allaient avancer. On est aujourd'hui à peu près à 800 jours de mandature. Rien n'avance, et non seulement rien n'avance, mais si vous prenez toutes les délibérations qui ont été votées où il y avait des marqueurs politiques, aucune n'est appliquée. La compagnie maritime, alors là, non seulement elle n'a pas été appliquée, mais il y a une délibération qui a été votée et qui a remis en cause le principe qui avait été voté par la mandature précédente. Donc ça a été un enterrement de première classe pour la compagnie maritime corse. On a voté une motion à notre initiative pour attaquer les PLU qui étaient manifestement spéculatifs et en contravention avec le PADU, qui n'a jamais été appliqué. L'Assemblée de Corse a voté pour rentrer au capital des dépôts pétroliers pour avoir un contrôle sur les prix de l'essence. Cette délibération n'a jamais été appliquée. On a voté il y a presque 5 ans pour ouvrir des crédits, pour ouvrir la ligne de chemin de fer vers Follet. Elle n'a jamais été appliquée. Et c'est quelques exemples à la volée, mais on pourrait malheureusement les démultiplier. Donc je crois qu'il y a un échec politique pour cette majorité, à la fois au regard de l'évolution statutaire qui était projetée et promise, mais également du point de vue de ce que l'on a appelé à un moment donné le nationalisme de projet. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet positif qui avance pour la Corse, il n'y a aucun projet tout court, et les affaires de la Corse sont à l'arrêt. Et ça, je crois que c'est extrêmement regrettable. On va se faire un peu l'avocat du diable. Pourquoi n'avoir pas dénoncé tout ça au lendemain de 2015 ? Nous l'avons dénoncé, alors pas au lendemain de 2015, puisqu'au lendemain de 2015, malheureusement, nous avions bon espoir que les choses puissent se passer autrement. Mais je vous rappelle que dès les premiers mois de la seconde mandature nationaliste, donc dès septembre 2018, alors que nous avions été réélus ensemble en décembre 2017, Corsica Libera à l'époque avait tenu une première conférence de presse pour dire qu'il était encore temps de changer de cap et appeler à un changement radical de cap politique. Et nous avons maintenu cette ligne pendant les 3 années et demie de mandature, ce qui nous a valu d'ailleurs un certain nombre de critiques de la part de Femo Agours et donc du parti du président du conseil exécutif. Donc nous l'avons dit, je crois que c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la fin de cette coalition, parce qu'il y avait une divergence stratégique entre des élus qui privilégiaient le maintien de leur majorité aux affaires et des élus et des militants surtout qui souhaitaient ce changement de cap politique. Donc je crois que ça, c'est un procès qu'on ne peut pas nous faire parce que publiquement, nous l'avons dénoncé. Et d'ailleurs, y compris ceux qui étaient destinataires de cette critique l'ont très bien reçu. En tout cas, l'ont reçu 5 sur 5. Peut-être pas très bien, mais l'ont reçu 5 sur 5 dans la mesure où ils s'en sont plaints. Alors que nous, finalement, nous estimions être restés fidèles, ce faisant, au serment que nous avions passé devant les Corses. Merci beaucoup, Petranto Tomasi. Merci à vous. À demain. Bonjour Petranto Tomasi. Salut. Notre invité cette semaine, porte-parole de Nazione, et on va parler d'un domaine, le domaine de l'éducation, un domaine que vous connaissez bien, avec la Sociudi Parenti Corsi qui veut véritablement peser dans le futur statut d'autonomie, si tant est que ce mot vous convienne. Oui, en tout cas, nous retrouvons dans ce qu'a défendu la Sociudi Parenti Corsi, c'est finalement ce
qui est la revendication du mouvement national depuis maintenant plusieurs décennies. Et effectivement, nous partageons l'idée selon laquelle il ne peut pas y avoir d'évolution significative en Corse, il ne peut pas y avoir d'autonomie politique si la question de l'éducation, qui est une question fondamentale en termes de formation des futurs citoyens de ce pays, en termes aussi de levier économique, parce que toutes les études démontrent qu'il y a une corrélation entre le niveau d'instruction, le niveau d'études et le produit intérieur brut, donc la richesse d'un pays. Donc c'est un enjeu qui est un enjeu stratégique pour la Corse, et donc nous nous retrouvons dans la proposition qui consiste à dire qu'il faut transférer aux institutions corses la compétence éducative, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, ou qui est très partiellement le cas, parce qu'il y a déjà depuis 2002 une forme de codécision, bien que très partielle, mais que l'État ne respecte pas. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion de le dénoncer. Donc je crois que c'est un enjeu très concret. Et on l'a vu encore cette semaine avec la question de la future carte scolaire, avec des suppressions de classes dans un certain nombre d'endroits, de villes et de villages, et notamment une mobilisation à cet égard sur Corté. On voit bien qu'il y a là un enjeu qui échappe aux institutions corses et qui a des conséquences très graves pour l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, nous sommes en main de l'inspection académique et du rectorat. Pour notre part, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les fermetures de classes dans l'attente de ce transfert de la compétence éducative. L'ouverture vers l'Italie ? L'ouverture vers l'Italie, elle est importante, elle est même indispensable en termes économiques et en termes culturels. Et les deux, d'ailleurs, vont de pair. Aujourd'hui, la corsophonie et le développement de la corsophonie doit être un atout pour échanger d'un point de vue culturel et économique avec l'Italie et avec la Sardaigne. Un mot, d'ailleurs, plus spécifique sur la Sardaigne. Je rappelle que à quelques kilomètres au sud de Bounivaz, il y a plusieurs dizaines de milliers de locuteurs qui s'expriment en langue corse, puisque la loi sarde elle-même reconnaît que le galourese, donc la langue qui est parlée dans le nord de la Sardaigne, est, dit-elle, une langue sardo-corse, qui est distincte de la langue sarde. Et d'ailleurs, même sur l'île de la Madeleine, c'est pour le coup 100% du corse. C'est une langue qui est exactement identique à la langue corse. Pourquoi dis-je cela? Parce que d'abord, d'un point de vue culturel, c'est très important en termes d'échange, pourquoi pas de lectorat en matière littéraire pour diffuser la langue corse. Et puis en matière économique, c'est aussi un atout, parce qu'on n'a pas besoin de se faire comprendre dès lors que l'on parle corse. C'est le cas dans cette zone de la Sardaigne, mais c'est aussi le cas en Italie, où il y a une intercompréhension qui est très aisée, très facile entre un corsophone et un italophone. Donc oui, il y a cette nécessité de sortir d'un carcan et d'un modèle qui nous a enfermés vers la France et vers le continent français. Et un statut de dévolution politique, le chemin vers la souveraineté de notre point de vue, pour nous l'indépendance nationale, doit permettre de repenser l'ensemble de ces échanges en s'inspirant de ce qui peut d'ailleurs se faire ailleurs. Par exemple? Par exemple, alors, évidemment, sur des pays qui sont des pays indépendants, on voit la façon dont les langues sont promues. Prendre l'exemple de Malte. Alors, ce n'est pas une langue, du coup, ce n'est pas la langue vernaculaire maltaise, mais l'anglais, qui est aussi une richesse pour les Maltais, est très exploité et très valorisé comme lieu d'apprentissage par les autorités maltaises. Mais si l'on se déporte sur des territoires qui ne sont pas encore indépendants mais qui ont le pouvoir législatif, on voit par exemple en Catalogne ou dans certaines régions italiennes un modèle éducatif qui est élaboré de façon beaucoup plus approfondie par les autorités locales. J'en profite néanmoins pour dire que, y compris dans des régions très décentralisées, y compris très autonomes comme la Catalogne, l'autonomie, ça n'est pas la liberté, l'autonomie, ça n'est pas l'indépendance, ça n'est pas la souveraineté, et on voit qu'il y a, au fil des années, des contre-offensives de la part de l'État, et il y a notamment aujourd'hui en Catalogne, une contre-offensive très importante qui met à mal le modèle immersif catalan, qui jusqu'à présent était véritablement un modèle à l'échelle européenne de développement d'une langue minorisée. Donc je crois qu'il y a la nécessité aussi de tenir compte de ces enseignements-là
dans notre projet politique. C'est la raison pour laquelle nous pouvons accepter des étapes politiques, mais nous estimons que la pleine liberté, la pleine souveraineté, c'est-à-dire la création, c'est dit en ces termes dans la motion d'orientation générale de Nazione, d'une République corse indépendante, est un objectif qui est non seulement souhaitable, raisonnable et réalisable. Merci Pietrantonio Tomasi, à tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Pietrantonio Tomasi. Bonjour. Bonjour. On parlait ce matin d'éducation, on va parler langue corse forcément, puisque c'est le corollaire. Quel est votre positionnement aujourd'hui entre donc un véritable statut, comme l'a demandé notamment la Sochudi Parantigorsi dans ce cadre éducatif, avec un véritable système éducatif entièrement immersif, donc une politique publique très forte, et le FEMUDA Parno? Je pense que les deux doivent être complémentaires. Ce que fait aujourd'hui Scola Corse est remarquable dans le monde associatif et mérite le soutien des institutions et des militants de la langue au sens large, militants politiques, culturels et puis plus largement des Corses qui sont attachés à leur langue maternelle, à leur langue nationale de notre point de vue. Et moi, je crois que cette dynamique de Scola Corse, elle doit avoir pour effet de doper l'immersif dans le public aussi, qui est aujourd'hui objectivement à l'arrêt. Parce qu'on a très peu d'ouverture d'écoles immersives publiques ces dernières années, ce alors même que dans le cadre de la Convention langue corse qui avait été signée en 2016, donc au début de la première mandature nationaliste, cela a été affiché comme étant un objectif. Et ces dernières années, il n'y a pas d'annonce d'école immersive publique, à l'exception très récente d'une école immersive publique à Cecca, donc sur la commune de Portugues, et je crois qu'il faut le saluer. Scola Corse, l'immersif associatif, ne doit pas être placé en concurrence avec l'immersif public. Je crois que cela doit permettre aujourd'hui de tirer vers le haut la présence de l'immersif dans les écoles publiques, et je crois qu'il faut se battre en tant que militant politique, en tant que militant de la langue, pour que la langue corse, en immersion, parce que c'est bien le système d'apprentissage le plus efficace, progresse dans les deux secteurs. Sur l'apprentissage même, après, y compris dans des classes plus grandes, on voit la déficience du système bilingue au lycée, par exemple, avec des systèmes éducatifs qui ne sont pas poursuivis. Je crois que c'est tout là l'intérêt d'un modèle éducatif corse et d'un transfert de cette compétence aux institutions corses, car on voit qu'aujourd'hui, malgré la loi de 2002, le statut de 2002 qui conférait un certain nombre de compétences particulières à la collectivité territoriale de Corse à l'époque, collectivité de Corse aujourd'hui, à travers un embryon de cadre normatif spécifique, on voit bien qu'aujourd'hui, chaque législation rogne sur ce qui était censé être des acquis de ce statut particulier, notamment la dernière réforme du bac, à travers la réforme Blanquer, a eu de façon objective des effets néfastes sur le développement du corse au lycée. Donc je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui, effectivement, de partir du bas de la pyramide. Les enfants en bas âge, on sait, les études linguistiques le démontrent, que c'est là qu'on a le plus d'appétence et le plus de facilité pour l'apprentissage des langues. Mais il faut que ce système soit suivi, évidemment, jusqu'en haut de la pyramide et jusque dans les cursus les plus élevés au lycée, bien sûr, mais également à l'université. Pour conclure, Pietrantonio Tomasi, les projets de Nazione. Les projets de Nazione essaient de jouer pleinement son rôle de mouvement indépendantiste, un mouvement de résistance face au risque de disparition programmée de ce peuple, face aux risques liés à la colonisation de peuplement et à la spéculation immobilière, mais aussi un mouvement de construction nationale, c'est-à-dire un mouvement qui souhaite se projeter dans l'avenir et faire en sorte de présenter aux Corses un vrai projet indépendantiste qui embrasse l'ensemble des questions qui intéressent le quotidien des Corses. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais la question sociale. Je crois que l'évolution politique de la Corse doit intégrer une logique de non-régression sociale. Un mouvement qui doit intégrer les impératifs économiques. Nous voulons faire la démonstration qu'aujourd'hui, le système français appauvrit la Corse
et qu'un transfert de fiscalité, donc des richesses créées par les Corses, doit être en mesure de permettre aux institutions corses de disposer de leviers économiques puissants. Je crois qu'un certain nombre d'études, notamment qui ont été menées par Guillaume Guidoni sur Corse Économie ces dernières années, ont démontré que s'il y en avait eu un transfert de fiscalité, la Corse n'aurait peut-être pas eu besoin du PEI et ne se serait peut-être pas endettée comme elle s'est endettée à travers ce PEI qui ne fut pas un succès. Dans le champ de la santé, dans le champ de l'environnement, il faut démontrer que l'accession à la souveraineté doit permettre aux Corses de mieux vivre. Nous allons nous atteler à cela par l'action politique et notamment par la mise en mouvement de contre-pouvoirs. Je redis que le mouvement national a beaucoup perdu à vouloir neutraliser sa présence militante, le débat politique, la contradiction politique lorsqu'elle existe et la lutte de terrain. Et je crois que c'est ce qui doit faire aujourd'hui l'ADN du mouvement national. Merci beaucoup, Petranto Tomasi, d'avoir Merci. passé cette semaine en notre compagnie. On retrouve cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. À Belge.